parlons de quelques-unes de vos missions. Vous êtes allé en Inde en 2006, en 2010, et vous écrivez dans votre livre cette intensité, cette profondeur là, dans les yeux des gens, là, dont on voudrait connaître tous les secrets. L'âme humaine, finalement, vous fascine, je crois. Hein? Mais c'est bien vrai. Puis c'est pour ça qu'à travers la photo, quand on fait des photos, on a toute l'expression des gens. On peut avoir sur un visage la joie, la peine, la douleur. Et c'est toute cette intensité-là qu'on veut capter. Puis même à ça, on ne captera pas tout parce qu'il y a un certain côté très intimiste dans ça, qu'eux vont garder pour eux. Mais on sait qu'ils ont connu des moments très, très difficiles, d'une grande douleur. Surtout chez les enfants qui ont perdu des parents, qui ont perdu des frères, des sœurs, qui se retrouvent tout seuls dans la vie. Alors nous, le réconfort et l'aide qu'on leur apporte, c'est très gratifiant à ce niveau-là. Et on sait qu'on va pouvoir faire une différence dans la vie de ces gens-là. Vous êtes allé à Madagascar en 2007 et vous écrivez encore « Cette île cache un mal qui tue ». La malaria. La malaria, c'est vraiment un mal terrible que vous connaissez, là, finalement. Écoutez, c'est surtout le continent africain, hein, la malaria. C'est 3000 enfants par jour qui meurent de malaria. Vous savez, vous pouvez être piqué le soir et le lendemain, déjà, il y a des enfants qui sont comateux. Et c'est surtout, nous, c'était une distribution de moustiquaires de lit qu'on faisait à ce moment-là. On s'était greffé à la semaine mère-enfant. C'était une semaine de vaccination. Alors, les mamans viennent, attendent avec leurs enfants pour qu'ils se fassent vacciner. Ensuite, on remet la moustiquaire de lit. Qui protège du moustique. Qui protège du moustique, qui transmet la malaria. Mais ensuite, il faut un suivi après ça. C'est pas tout de donner une moustiquaire. Hein? Alors, il y a des bénévoles de la Croix-Rouge malgache qui font le tour de toutes les petites communautés, qui vont montrer aux mamans comment se servir de la moustiquaire. Parce que c'est très important de bien s'en servir si on veut qu'elle soit efficace. Alors, nous, on a fait une tournée dans ces communautés-là où on a rencontré les gens. Et c'est là où j'ai vu un moment triste, là, la maman qui avait attaché la tête de son enfant, qui portait son enfant sur le dos et qui avait attaché sa tête à la sienne parce qu'il était dans un état comateux. Et là, elle devait marcher des kilomètres et des kilomètres pour le faire soigner sans vraiment savoir si il sera encore vivant quand elle arrivera à destination ou on pourra vraiment l'aider. Mais vous, justement, vous avez vu ce que vous me décrivez. Ça doit être particulièrement difficile de voir ça quelques pieds de nous, un tel moment. C'est difficile, oui. Je ne dis pas qu'on s'habitue, parce qu'on ne s'habitue pas. Les premières années, moi, j'avais toujours des verres fumés. Des fois, j'avais les larmes aux yeux. Je me disais, je ne pourrais jamais réussir à faire autant de missions et faire ce que j'ai envie de faire. Mais avec le temps, on se dit non. On se reprend, on se ressaisit, puis on se dit, moi, je suis là pour les aider. Je ne peux pas montrer que moi aussi, je trouve ça triste, ça m'émeut et tout ça. Je suis là pour les aider, je suis là pour faire un travail. Mais quand vous revenez chez vous, comme on dit, tout cet aspect affectif refait surface, hein, cette sensibilité-là, ça revient. Là. Quand je le décris, après, quand je reviens chez moi, oh là, c'est difficile. Mais quand je repars en mission, c'est pour les aider. Alors là, je me prépare. Je vois. Parlons un peu du Libéria. Vous y êtes allé en 2009. On sait que c'est un pays qui a été ravagé par une longue guerre civile. Des enfants soldats là-bas, des femmes séquestrées dans la brousse, tout ça. Vous écrivez « Leur histoire m'a bouleversé, elle dépasse l'imagination ». Qu'est-ce qui vous a bouleversé là-bas? C'est leur histoire d'abord, parce que c'est des jeunes enfants qui ont été enlevés à l'âge de 7-8 ans, chez les garçons pour faire la guerre, hein, pour se battre, et les jeunes filles qui ont été séquestrées dans la brousse durant des années, et qui reviennent ensuite avec des enfants qu'elles ont à nourrir, qu'elles ont à faire vivre. Et souvent, ils n'ont pas d'éducation, ils n'ont pas d'instruction, ils ne savent pas lire ni écrire. Alors, le Centre-Cœur, qui est un centre de rééducation pour enfants soldats, c'est ce qu'on fait. Alors, nous, la Croix-Rouge canadienne, on finance en partie ce centre-là avec d'autres Croix-Rouges. Et c'est un centre de rééducation. Alors là, on leur apprend un métier. Ils ont 11 mois de rééducation pour apprendre un métier, puis on les aide au niveau psychologique et apprendre à écrire et à lire, pour qu'ils puissent ensuite retourner dans leur communauté et se faire vivre, aider leur communauté, puis celles qui ont des enfants, bien, pouvoir les nourrir. Et ces enfants, peut-être parfois des enfants qui sont des suites de viols par des mercenaires, je ne sais trop. Tout à fait. Des histoires qu'ils nous racontent. Mais les enfants sont assez pudiques parce qu'on en a rencontré quelques-uns. Moi, je connais leur histoire parce qu'on me l'a raconté, mais c'est pas eux qui nous l'ont raconté. Ils vont pas dans les détails. Il y a une certaine pudeur, je pense, qu'ils gardent pour eux.
Mais c'est des histoires incroyables. Moi, ça me bouleverse toujours de savoir qu'à cet âge-là, ils ont vécu tout ça. Et comment maintenant ils doivent fonctionner? Parce qu'on leur donne 11 mois et ensuite ils doivent se débrouiller dans la vie et reprendre. Mais c'est une question de survie, hein, pour la plupart de ces gens-là. Alors, ils n'ont pas le choix. Passons maintenant, Ukraine 2009, vous êtes allé à une centaine de kilomètres de Tchernobyl, il y a eu le terrible accident nucléaire en 1986. Bon, et cette zone où vous êtes allé a été dans le panache nucléaire. Là. Oui, c'était une zone à risque où on est allé là, voir les petits villages abandonnés où est-ce qu'il n'y a pratiquement plus personne qui y vit. Mais de toute façon, je me dis, il faisait tellement froid. Oh, il faisait moins 20. J'avais même du mal à appuyer sur le déclencheur de mon appareil. Mais ça m'amène à vous poser une question. Est-ce que vous mesurez bien les risques? Quand vous vous déplacez dans des zones, bon là, il y avait quand même des suites nucléaires. Quand vous êtes dans une zone où il y a eu un tremblement de terre, la terre peut-être tremblait encore. Les avions au Libéria, j'imagine, c'est moins sécuritaire qu'au Canada. Est-ce que vous mesurez bien les risques que vous prenez, madame? Oui, parce qu'on ne prend pas vraiment de risques. Quand on voyage avec la Croix-Rouge, tout est bien organisé, bien planifié. Moi, je suis pris en charge par la Croix-Rouge du pays quand j'arrive. Et ils sont au courant de ma venue, donc ils ont préparé un horaire, un agenda. Et on se met jamais dans des situations à risque. Alors, s'il y a des moments dangereux ou s'il y a des tensions, on n'y va pas. Et vous savez qu'on ne voyage jamais le soir. À 6 heures, on doit être rentré au camp de base ou à notre hôtel. Jamais le soir, on va sur le terrain. Moi, au début, je trouvais ça dommage parce que je me dis, entre 6 et 9, on peut faire tellement de choses. Mais c'est une question de sécurité, je respecte ça. Et vous êtes première dame du Québec aussi, là, disons-le. Là. Oui, mais moi, je suis bénévole quand je vais là. Non, je sais bien. J'espère que... Moi, j'y vais à titre de bénévole. Hein, j'y vais à titre comme eux. Je leur dis toujours, quand je les rencontre, moi, vous savez, je suis bénévole comme vous, là. Je travaille sur le terrain et je suis là pour développer des projets avec vous. Puis c'est ce que j'aime, c'est ce qui est important. Haïti, vous êtes allé jusqu'à maintenant 2 fois, si je ne fais pas erreur, et vous êtes allé en 2010 en particulier, 3 mois après le tremblement de terre du 12 janvier. Vous écrivez que ce séjour en Haïti a été un des plus troublants et ce qui m'a troublé, quand j'ai lu votre livre, vous racontez, à un moment, un enfant, fille ou garçon, je ne sais pas, vous a dit... que vous a dit cet enfant? Emmène-moi avec toi. Ben, ça, c'est là où on se sent un peu impuissant, puis on se dit, oh mon Dieu, c'est dommage, parce qu'il y a tellement d'enfants, on voudrait tous les amener avec nous, on voudrait tous les aider. Sauf que c'est pas comme ça qu'on va les aider. Ils doivent rester chez eux. Je pense que c'est important qu'ils soient là, dans leur milieu, avec leur famille. Mais il faut trouver des programmes, il faut trouver des façons de les aider. C'est ce qu'on fait. Mais vous partout dans le monde, cet enfant qui vous demande, amène-moi, avez-vous nourri ou enfin à un moment donné, je ne sais pas, est-ce que vous envisagé à un moment donné de vous dire, est-ce que je pourrais peut-être en adopter un? Avez-vous déjà réfléchi à ça? Oh, ben, on y pense toujours un peu, mais non, moi j'en ai déjà 3, j'ai une vie bien remplie. Je pense que je peux les aider d'une autre façon. Je vois bien. Et puis je veux les aider chez eux, et c'est ce que je fais à travers la Croix-Rouge.